Regarde ça. Toute la colline a cramé. Un crash d'OVNI inquiète les habitants. Il reste peut-être des traces de cet accident. Le gouvernement cachait quelque chose? Oui. Ils leur ont confisqué les photos et les ont intimidés. La possibilité d'un contact extraterrestre est un sujet dont les gouvernements du monde ne veulent pas parler. C'est comme s'ils voulaient que ces photos disparaissent. T'es sûr que c'est ici? C'est trop important pour qu'on les laisse faire. Il y avait 6 lumières espacées d'1 kilomètre. On ne nous dit pas tout. Donc c'est à nous d'enquêter sur la question et de découvrir la vérité. Les gens méritent des réponses. Viens voir. Il y a eu énormément de signalements d'OVNI à proximité de volcans. Et ça fait potentiellement des siècles que ça dure. Il y a une récurrence, ça c'est certain. Mais quel est le rapport entre les volcans et ces contacts? L'enquêteur Mike Cole et le spécialiste en analyse des conflits Michael Livingstone mènent une enquête visant à prouver la possibilité d'un contact extraterrestre avec notre planète. Au Chili et au Mexique, ils ont découvert un grand nombre de signalements d'OVNI, tous observés aux abords de volcans actifs. Toutes les données nous poussent à croire qu'il y a un lien avec les volcans. Et la plupart des ovnis observés à proximité de volcans volaient à basse altitude. Ils étaient très proches de la Terre. On va faire une recherche avec ovnis, basse altitude et le plus important, volcans. On part sur 25 ans et on cherche dans tous les pays. L'équipe utilise le logiciel d'analyse de liens de la CIA pour établir une corrélation entre les signalements, les volcans et les phénomènes anormaux survenant à basse altitude. Regarde ça. On a beaucoup de signalements à Phoenix. Il n'y a pas de volcan là-bas, si? Je regarde. Il y a 3 sites volcaniques. 2 champs volcaniques et un cratère volcanique qui se trouve à moins de 150 km du centre-ville. Jusqu'ici, on n'avait encore jamais eu autant de témoignages sur une seule affaire. Et ils parlent tous du 13 mars 1997. Ils concernent tous la même date. Même jour, même heure. Écoute, 5 lumières qui formaient un V. Ouvre une des photos. D'après les témoignages, ces lumières étaient à basse altitude. Elles étaient à 30 mètres du sol, sans bouger, pendant une durée de 30 minutes ou plus. C'est le parfait événement à étudier. Il s'est produit il y a moins de 20 ans et il y a des milliers de témoins. On devrait pouvoir en interroger certains. On va envoyer Nick et Sarah à Phoenix pour qu'ils essayent d'en savoir plus sur cet événement. On ne peut pas se baser sur des croyances. Il nous faut des preuves et je suis curieuse de voir ce qu'on va découvrir à Phoenix. Nick Carnesi, agent de renseignement des Marines, et Sarah Credas, astrophysicienne et journaliste, sont à Phoenix pour interroger le docteur Lynn Kitaï. L'une des rares personnes à avoir immortalisé les mystérieuses lumières qui volaient dans le ciel le 13 mars 1997. Bonjour, entrez. Je suis impatient de rencontrer le docteur Lynn. C'est une véritable chance de pouvoir étudier des images, parce qu'avec le temps, les témoins peuvent avoir la mémoire qui leur joue des tours. Au moins, une vidéo, on peut la décortiquer pour mieux comprendre ce qu'il s'est passé. Docteur Lynn, vous avez fait carrière dans la médecine? En effet, je suis médecin spécialisé dans la médecine interne et j'y connaissais rien en ovnis et en phénomènes anormaux, jusqu'au jour où mon mari et moi avons été témoins d'un phénomène juste à côté d'ici. Un phénomène qui est aujourd'hui l'un des plus signalés de l'histoire moderne. Et je fais partie des rares personnes qui ont réussi à enregistrer une vidéo du phénomène étrange qui s'est produit dans le ciel cette nuit-là. Vous voulez la voir? Oui? Vous filmiez d'où? Du balcon. Quand j'ai levé les yeux pour la première fois, il y avait 6 lumières espacées d'1 kilomètre qui formaient un V.
Le temps que j'aille chercher ma caméra et que je règle l'image, il n'y avait plus que 3 lumières. C'était d'énormes globes lumineux. Et ils ne projetaient pas la lumière comme le ferait une lampe normale. C'est comme si la lumière était emprisonnée dans chaque globe. Est-ce que vous pensez qu'ils étaient tous reliés à un même objet? Ou est-ce qu'ils étaient indépendants les uns des autres? En me basant sur la vidéo et sur ce que j'ai vu, je dirais qu'ils étaient rattachés à quelque chose, mais j'arrivais pas vraiment à distinguer de structure. Combien de gens ont signalé ces lumières? Plus de 10 000 personnes. Tant que ça? Et ça s'est reproduit. Combien de fois? 6. 6 autres fois. À Phoenix, au même endroit. En 97, 98, 2001, 2002, 2003. Ça a duré plusieurs années. Cette femme a vu plusieurs phénomènes au fil des ans. Et ce que j'aimerais comprendre, c'est ce qui a poussé ces lumières à revenir exactement au même endroit à Phoenix. Et qu'a fait le gouvernement à la suite de tous ces témoignages? Rien. Ni l'armée, ni le gouvernement. Donc j'ai appelé toutes les bases militaires pour essayer d'obtenir des informations. J'ai parlé aux gens les plus haut placés et ils n'avaient aucune explication. Mais un mois plus tard, la responsable des relations publiques de la Garde nationale aérienne m'a appelé et m'a dit qu'ils avaient lancé plusieurs projectiles cette nuit-là, des fusées éclairantes militaires. Les fusées éclairantes bougent de façon imprévisible et elles clignotent parce que leur lumière vient de la combustion d'un produit chimique. Ils font souvent des exercices, donc j'ai déjà vu des fusées éclairantes de notre balcon. Elles sont reconnaissables et ce n'étaient pas des fusées dans le ciel. D'après moi, cette explication ne tient pas debout. Je m'y connais en fusée éclairante et ça ne ressemble pas à ce qu'on voit sur la vidéo. Je pense qu'il s'agit d'autre chose. Mais quoi? Il faudrait qu'on parle à un membre du gouvernement local. Bon, on est presque arrivé. Nick et Sarah se rendent dans la banlieue de Phoenix pour rencontrer une ancienne membre de la municipalité qui était en poste lorsque les lumières sont apparues. T'imagines avoir une preuve du gouvernement? Frances Barwood était conseillère municipale et adjointe au maire. Bonjour. Entrez. J'espère que sa version des faits va nous aider à comprendre ce qui s'est passé à Phoenix. Ok. On aimerait connaître votre avis sur les lumières qui ont été signalées dans le ciel à Phoenix dans les années 90. Il s'avère que j'avais une réunion assez tard ce soir-là. Une journaliste est venue me demander si j'étais au courant de cet objet qui avait survolé Phoenix. Et je lui ai répondu que je n'en avais pas du tout entendu parler. Elle avait interrogé le maire qui lui avait dit qu'il ne s'agissait pas d'un ovni avant de couper court à la conversation. J'ai trouvé ça un peu étrange. Si un objet survole la ville, il y a des risques qu'il percute un bâtiment ou des câbles électriques. Donc, pendant la réunion du mardi, j'ai demandé à en savoir plus sur cet objet qui avait été signalé dans le ciel. Le silence est tombé et tout le monde s'est mis à me fixer. Après la réunion, un adjoint est venu me voir pour me dire que je n'aurais pas dû en parler. Le maire ne voulait pas qu'on aborde le sujet. C'est vrai? Oui, mais le plus intéressant reste à venir. Un homme m'avait contacté par téléphone pour me dire qu'il avait filmé les lumières. Et environ 2 semaines plus tard, il m'a rappelé. Et il m'a demandé ce que j'avais pensé de la vidéo. Quand je lui ai dit que je n'avais rien reçu, il m'a dit qu'il l'avait donné à l'un de mes assistants. 2 hommes qui étaient sortis de mon bureau. Je n'avais pas d'homme qui travaillait pour moi. Mais apparemment, ils lui ont demandé la vidéo qu'il avait prise cette nuit-là. Je voulais savoir comment ils avaient su que cet homme m'avait appelé. Donc j'ai fait appel à un détective privé qui m'a dit « Votre téléphone a été mis sur écoute depuis le siège. C'est le gouvernement qui vous surveille. » Il n'était vraiment pas rassuré. Si Frances nous dit la vérité, on a affaire à une tentative de dissimulation. Reste à savoir pourquoi quelqu'un ferait ça. C'était très étrange comme histoire. Et ensuite, il y a eu la conférence de presse du gouverneur. Vous voulez la voir? Oui. 3 mois après l'incident, le gouverneur d'Arizona, Fife Symington, tient une conférence de presse. Symington announced a break in the case. I suggested that it was time to end months of speculation on the question and investigate the matter once and for all to clear it up. He says DPS has arrested a suspect.
And this just goes to show that you guys are entirely too serious. Cette mise en scène avait pour but de ridiculiser toute cette affaire. En faisant ça, il sous-entendait que ceux qui voulaient creuser la question étaient fous. Et c'était intéressant parce que d'abord, c'était le maire qui ne voulait pas en parler et ensuite, c'était le gouverneur qui en rigolait, alors qu'il n'était pas du genre à faire des blagues. J'ai donc décidé d'envoyer une lettre au sénateur McCain, qui ne m'a jamais répondu. Donc je me suis dit qu'il y avait forcément quelqu'un d'encore plus haut placé qui les empêchait de parler de tout ça. Je ne comprends pas ce qui leur fait si peur. Frances Barwood est convaincue qu'on voulait la faire taire. Son téléphone était sur écoute. On lui cachait des informations. Donc, est-ce qu'elle est simplement parano? Ou est-ce qu'elle est vraiment sur la piste d'un complot visant à dissimuler ce qui s'est passé à Phoenix? Si c'est le cas, Qu'est-ce que ça pourrait bien cacher? c'est ça. Dans l'entretien, elle parle du gouverneur Fife Symington. Qu'est-ce qu'on sait de lui? Il a étudié à Harvard avant de rejoindre l'US Air Force, où il a reçu l'étoile de bronze et a été promu capitaine. Il y a passé 5 ans avant de se présenter au poste de gouverneur. Son CV inspire confiance. Oui. Il y a une interview avec lui, elle date de 10 ans après l'événement. March 13th, 1997. Lights over Phoenix. What did you see? Well, I saw a huge craft just kind of come right over Squaw Peak. It's nothing like anything I've ever seen. And you're an Air Force guy. Yeah, and a pilot. Do you believe it was something from the U.S. government that they were kind of flying around? No, this was totally different. I think this was technologically far advanced. C'est tout le contraire de ce qu'il a déclaré dans la conférence de presse. Carrément. Quand il est gouverneur de l'Arizona, il dit que les lumières n'ont rien d'anormal. Mais dès qu'il prend sa retraite, il dit non seulement que les lumières de Phoenix ne proviennent pas de notre planète, mais qu'il les a lui-même vues. Unquestionably, it was a UFO, which means unidentified flying object. Est-ce que quelqu'un aurait ordonné à Symington de tenir ses propos? À qui le gouverneur de l'Arizona doit-il rendre des comptes? Au gouvernement fédéral. Tu penses que c'est possible qu'il y ait ce genre de complot au sein du gouvernement? Il n'y a aucun doute que le gouvernement fédéral utilise des tactiques de démenti et de dissimulation. C'est un concept connu des renseignements. La désinformation en fait partie, tout comme les opérations clandestines et les secrets. Le gouvernement fédéral peut très bien être à l'origine de ce complot. On a des preuves qui suggèrent que le gouvernement a tenté de dissimuler ce qui s'est passé à Phoenix. Et ce qui m'intrigue vraiment, c'est que les témoins disent que ces lumières sont apparues à Phoenix plusieurs fois au fil des ans. Ça s'est reproduit au même endroit. Ça a duré plusieurs années. Voyons ce qu'on trouve sur des ovnis à Phoenix. Phoenix est classée comme la 2e ville des États-Unis à avoir le plus grand nombre de signalements d'ovnis. Depuis l'an 2000, Phoenix compte une moyenne de 178 signalements par an. Ça fait quasi 1 tous les 2 jours. Si le gouvernement essaie de dissimuler ces phénomènes, il y a forcément une trace écrite. Est-ce qu'on ne peut pas trouver quelque chose dans les documents déclassifiés? On va utiliser le logiciel pour faire une recherche à Phoenix avec les mots-clés signalement et documents, sans mettre de limite de temps. Okay. Ça donne quoi? Tu peux ouvrir celui qui est pertinent à 85%? Juillet 1947. C'est un document de l'US Air Force qui parle de photos prises par William Rhodes à Phoenix, d'objets non identifiables. Des objets volant à une vitesse inimaginable ont décrit 3 cercles près du domicile de M. Rhodes. L'agent a eu accès aux photos par le biais du rédacteur en chef du journal Arizona Republic. Pour plus d'informations, contactez le directeur du service des renseignements du quartier général de la 4th Air Force. Donc ces photos ont été réquisitionnées par le service des renseignements de la 4th Air Force. Ça signifie que l'armée a pris ces photos suffisamment au sérieux pour vouloir les confisquer.
Donc, on a William Rhodes qui prend des photos. Et le journal qui en publie une. Voilà la photo. On dirait qu'il y a comme une découpe, non? Pour moi, ce qui est le plus étrange, c'est le point blanc au milieu de l'objet. Ça? Oui. Est-ce qu'il s'agit d'une lumière réfléchie par l'objet? Ou d'un trou? Et c'est pas tout, Mike. Regarde un peu la date à laquelle ces photos ont été prises. Le 7 juillet 1947. On la connaît, cette date. C'est l'affaire Roswell. En juillet 1947, à Roswell, au Nouveau-Mexique, des débris métalliques sont retrouvés dans le désert et transmis à l'US Air Force. Le 8 juillet 1947, un communiqué de presse de l'armée annonce qu'un disque volant a été retrouvé dans le désert. De là est née l'affaire d'OVNI la plus commentée de l'histoire. Donc, le jour où le journal publie la photo de William Rhodes, à 800 km de là, l'armée rend l'affaire Roswell publique. C'est pas incroyable qu'il y ait eu un autre événement tout aussi significatif à 800 km de là, mais que personne ne l'ait vu? Si l'Air Force avait des hommes dont la mission était de faire de la désinformation, est-ce que ce ne serait pas possible que le gouvernement ait déjà cherché à dissimuler quelque chose en 1947? Est-ce que cet événement pourrait nous aider à comprendre pourquoi il y a autant de signalements à Phoenix? Si William Rhodes est en vie, on doit lui parler. Il faut qu'on le trouve. Il y a ses coordonnées? Regarde, Bill Morris, il y a son adresse. Cet homme pourra sûrement nous en dire plus sur William Rhodes. Nick et Sarah sont à Gilbert, en Arizona, où ils vont rencontrer un ami de William Rhodes. C'est ici? Ouais, à gauche. C'est super qu'il accepte de nous parler. Malheureusement, William Rhodes est décédé, mais on a retrouvé un de ses amis, Bill Morris. Il a accepté de nous dire ce qu'il savait sur le phénomène dont Will a été témoin, et on espère que ça pourra faire avancer l'enquête. Quelle relation aviez-vous avec William? Eh bien, mon père n'était pas présent, donc Will était comme un père pour moi. Vers la fin de sa vie, j'aidais sa femme à s'occuper de lui. Il me manque beaucoup. Vous faisiez partie de la famille? Oui. On a appris qu'il n'était malheureusement plus de ce monde, et dans le cadre de notre enquête sur les Lumières de 97, on a voulu remonter jusqu'au plus ancien signalement à Phoenix. Et c'est là qu'on est tombé sur le nom de William Rhodes. C'était l'homme le plus intelligent que je connaissais, et j'en connais des cerveaux. Il était très porté sur les sciences. Il a déposé des dizaines de brevets et conçu des télescopes. Il y en a même qui sont exposés en Arizona. Super. Il a inventé un système pour éclairer des bâtiments à l'aide de miroirs qui réfléchissent le soleil. Malheureusement, il est né trop tôt. S'il était né à notre époque, je suis sûr qu'il serait en train de travailler à la Silicon Valley. On parle de quelqu'un de logique, fasciné par les sciences, qui était avide de connaissances et qui voulait inventer des choses. D'avoir accès aux témoignages d'un homme aussi fiable que William Rhodes, c'est une chance en or pour nous. Est-ce qu'il vous a parlé de ce qu'il a vu en 1947? Pas en détail. Il m'a dit qu'il sortait de chez lui pour rejoindre son laboratoire qui était sur sa propriété et qu'il a vu des objets dans le ciel qui ne ressemblaient pas à des aéronefs. Il y en avait plusieurs? 2. Il bougeait et avait la forme d'un boomerang. Un boomerang? Est-ce que quelqu'un d'autre a vu ce qu'il a vu? Pas que je sache, mais il faut bien comprendre dans quel environnement ça s'est passé. Il vivait dans la 14e rue qui est aujourd'hui dans le centre de Phoenix. Mais en 47, elle était au milieu de nulle part. Il n'y avait rien autour et peu de gens y vivaient. Donc ce n'est pas très étonnant qu'il n'y ait pas d'autres témoins. Il a pris son appareil et a pris des photos. Est-ce qu'il vous a dit ce qu'il pensait que ça pouvait être? Un objet volant non identifié. Il ne cherchait pas à faire d'hypothèses ou à tirer des conclusions. Après avoir vu ces objets, est-ce que c'est lui qui est allé voir le journal ou quelqu'un l'a contacté? Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais le journal a eu vent de l'information et peu de temps après, le FBI a interrogé tous ses proches. Vraiment? Oui. Oui, il était un scientifique remarquable. Et ce qui l'a vraiment agacé, c'est qu'il dépeigne un portrait de lui qui était complètement faux.
Ils l'ont fait passer pour le fou du quartier qui vivait au crochet de sa femme. Et j'en passe. Vous voulez dire que le gouvernement a discrédité William au sein de la communauté? C'était leur but. Le FBI a terni sa réputation. Ils l'ont discrédité. Qu'est-ce qu'il a vu de si important? Où se trouve l'original? Le gouvernement a toutes les photos. Vraiment? Vous pensez que le gouvernement cachait quelque chose? Oui. Je pense qu'il a vu quelque chose qu'il n'était pas censé voir, donc ils l'ont pris pour cible. J'aurais bien aimé voir ces photos. Oui. À sa mort, j'ai conservé certaines de ses affaires. Son labo était intéressant. J'ai sauvé ce que je pouvais et tout est ici, si ça vous intéresse. Oui, bien sûr. Ok. Merci. Bill a conservé des affaires de William qui proviennent de son ancien laboratoire. Suivez-moi. Ils l'ont fait taire, mais espérons qu'il ait laissé des preuves. Peut-être qu'on trouvera des indices qui pourront illustrer ce qu'il a vu en 1947 et nous aideront à y voir un peu plus clair. Ça en fait des affaires. Je vous laisse chercher ce qu'il vous faut. Faites comme chez vous. Merci. Merci. Nick et Sarah vont pouvoir examiner les effets personnels de William Rhodes, le témoin d'un ovni qui a survolé Phoenix en 1947. Il y a écrit Rhodes là-dessus. William Rhodes a vu quelque chose dans le ciel. Il a présenté ses photos à un journal et le FBI a pris les tirages papier et les négatifs et ne les lui ont jamais rendus. Mais espérons que les cartons de son ancien labo contiennent des indices sur ce qu'il a vu en 1947. J'adore ces magazines de SF. C'était les prémices de la conquête de l'espace. Regarde, un brevet du 27 mai 1953. Cool. Un générateur électrostatique. Là, on parle d'un homme qui avait les capacités intellectuelles d'élaborer une scie oscillante ou un générateur d'oxyhydrogène. C'était un innovateur. Il a un paquet de brevets. Cet homme a déposé 26 brevets. C'était quelqu'un qui avait des connaissances techniques, un esprit logique et qui était très intelligent. Un autre. Cool. Il y a écrit Rhodes dessus. On va ouvrir tout ça. Regarde ça, des Super 8. Regarde, une forme mystérieuse photographiée à Phoenix. Un objet a décrit des cercles au-dessus du nord de Phoenix. C'est la photo qu'ils ont réquisitionnée. Écoute, un ovni s'est-il écrasé en 1947? C'est qui ça? Je sais pas, attends. Graves. Selman Graves déclare avoir vu un grand vaisseau aérien en forme de dôme atterrir sur une colline au loin. C'est qui ce Selman Graves? Je sais pas. On a une cassette. Regarde. Graves, octobre 47. Et il y a des coordonnées dessus. T'es sûr? Oui, latitude et longitude. Je crois qu'il y a une télé là-bas. Ah bon? Ouais, j'y vais. Ce serait cool de pouvoir la regarder. Je pense qu'on va pouvoir regarder la vidéo. Et il y a un magnétoscope intégré. Ok. Elle est plutôt jeune. Est-ce qu'il y a une prise électrique dans le coin? Bingo! C'est parti. Tu le reconnais? Oui. C'est l'homme de l'article. C'est... Selman Graves. C'est la même personne. We had no idea of what we were looking at. We had arrived there at about 10:30 in the morning. The object was large. It was approximately 36 feet. First thing that we said was, the Air Force sure didn't fly this thing here. We didn't leave there until about 10:30 at night because there were some other men that came on the scene that detained us with various questions and so forth. Tu parles de quoi? De l'OVNI qui s'est écrasé? Describe the bulldozing operation that they then came across later. Tu crois que c'est William Rhodes qui filme? Peut-être, je sais pas. It was state machinery. It was Pleasant chap who was operating the dozer.
He had groundbreaking spikes in the back and would lift the rear of the machine and drag back and forth. And I said, how long has it been that you've been operating here? And he said, 5 years. And I said, well, that's odd because I was here when nothing was going on here. And he laughed and said, yes, you're right. Si on se base sur cette vidéo, il est évident que cet homme est convaincu que quelqu'un a tenté de dissimuler le crash d'un ovni. C'est dingue. Je croyais qu'on enquêtait sur un autre signalement, mais cet homme a vu un objet au sol, et quand il est revenu, il y avait un bulldozer à la place. Il parle d'un endroit particulier, et sur la pochette, il y a des coordonnées qui sont notées. Elles ont forcément un lien avec la vidéo, mais lequel? Le plus logique, ce serait qu'elles indiquent l'endroit où l'OVNI s'est écrasé. L'homme sur la vidéo est persuadé que quelqu'un a tenté de dissimuler le crash d'un OVNI. William Rhodes était en train d'enquêter sur les OVNIs. Il cherchait à élucider un mystère. Tu peux les chercher? On a également trouvé des coordonnées. Est-ce qu'il s'agit de l'endroit où William pense que le crash a eu lieu? Est-ce que Selman les lui a donnés? On n'en sait rien. Les coordonnées renvoient à un endroit dans le désert. Je ne sais pas ce qu'on va y trouver, mais ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil. Ces coordonnées remontent à plusieurs décennies, donc l'endroit n'a peut-être plus rien à voir avec ce qu'il était à l'époque. À 12 km du centre-ville, Nick et Sarah arrivent sur un large terrain dans le désert. On est arrivé. C'est là que les coordonnées nous amènent. Il n'y a pas grand-chose. Non, on va se garer pour explorer les environs. T'es sûr que c'est ici? Oui, mais je comprends pas pourquoi on a les coordonnées d'une parcelle dans le désert. On devrait quand même faire un tour au cas où on trouverait quelque chose. Ouais. Il n'y a rien. On a suivi les coordonnées de la vidéo, mais on n'a encore rien trouvé qui puisse faire avancer notre enquête. Mais il ne faut pas oublier qu'on parle de quelque chose qui s'est passé en 1947, il y a plus de 50 ans, donc ce n'est pas non plus très étonnant qu'on ne trouve rien. Sarah? Oui? Viens voir. Pourquoi c'est clôturé? On continue. Regarde. C'est la ville qui a installé cette clôture. Allez, viens, on y va. Je veux voir ce qu'il y a derrière. Je pense qu'on devrait rentrer au plus vite. Pas encore. Pourquoi ils ont clôturé cet endroit? À cause de ça? Regarde. C'est quoi ce truc? Il y a un autre local. Je sais pas trop ce que c'est, ça. On a des coffrets similaires à celui-là sur nos bâtiments blindés. Il est pas là pour rien. On est tombé sur une deuxième structure en béton qui avait une porte, des barbelés et une antenne sur le toit. Le bâtiment était complètement vide, mais celui qui a conçu ce local a tout fait pour que personne ne puisse entrer dedans. À 50 mètres du bâtiment, Un déversoir. Nick tombe sur de nouvelles infrastructures. J'ai l'impression que c'est d'ici que l'eau arrive. C'est manifestement un barrage. Je suis étonné qu'on soit tombé sur un barrage. Je ne m'attendais pas à ça, surtout dans un désert. Si on se base sur la théorie du complot, ça cache peut-être quelque chose. Pourquoi on a atterri ici? Est-ce qu'il y a quelque chose enfoui sous ce barrage? Pourquoi cet endroit est-il si important?
Le barrage Dream Hydro. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve ici? Dream Hydro, OVNI à Phoenix. Il y a un article. Dream Hydro est au cœur d'une polémique sur les ovnis. Un résident de Phoenix, Selman Graves, déclare qu'un ovni a fait un ricochet à cet endroit. C'est le type de la vidéo, non? We had no idea what we were looking at. First thing that we said was, the Air Force sure didn't fly this thing here. Un crash d'ovni aurait été dissimulé à l'endroit qui est aujourd'hui la décharge de Cave Creek. Tu peux regarder si Cave Creek est loin de Dream Hydro? Oui. Juste là. Ok. Donc, dans l'article, il dit que l'ovni a fait un ricochet et a atterri là-bas. On a la maison de William, le barrage et la décharge de Cave Creek. Ça fait une ligne droite. Tu trouves pas ça bizarre, toi? Est-ce que ce ne serait pas possible que tout ça fasse partie d'un seul et même tableau? William prend un objet en photo, ensuite on a le signalement d'un ovni qui touche le sol au barrage et qui finit sa course à Cave Creek. L'Air Force vient de faire un grand nettoyage et des années plus tard, 2 structures officielles apparaissent comme par magie. Et à ces endroits précis, pour qu'on ne puisse pas trouver de preuves. L'enquête à Phoenix a été très fructueuse. On a des sites de contact présumés en Arizona qui sont enfouis sous 2 structures officielles, construites dans des zones associées à des tentatives de dissimulation. Il pourrait très bien y avoir des preuves de l'existence d'un objet extraterrestre dans le désert de l'Arizona. Mais le problème, c'est que les sites sont enfouis. Ils sont inaccessibles. Ce qu'il faudrait qu'on trouve, c'est un site qui n'a pas été recouvert. Des preuves d'autres crashs, d'autres impacts, d'autres débris. Ouais. On va lancer une recherche sur le logiciel. Cherche sur 25 ans. 25 ans. Dans le monde. Dans tous les pays. C'est parti. 489 résultats dans le monde. Regarde, les 2 plus pertinents concernent Salta. 92% de pertinence pour les 2. Tu peux ouvrir cet article? Un crash d'ovni inquiète les habitants. Écoute ça. Plusieurs témoins ont signalé un objet en chute libre dans les montagnes d'Argentine. Le 17 août 1995. Un objet métallique brillant et lisse, laissant un panache de fumée derrière lui, a pris feu et s'est écrasé dans les montagnes. Des signalements à plus de 300 km de là. Ça fait une trotte. Ça se trouve où, Salta? Je regarde. Salta, en Argentine. Ok, donc. C'est à la frontière chilienne. Paul et Kawa y étaient, et ils ont enquêté sur des signalements de l'autre côté de la frontière. C'est au milieu de nulle part. Il y a une vidéo de l'endroit du crash. Regarde, toute la colline a été rasée. On voit la limite des arbres. Ça a détruit tout ce qu'il y avait sur le flanc de la colline. Et c'est vachement étendu. On pourrait y découvrir des débris encore intacts ou des signatures chimiques de cet accident. On va envoyer Paul et Kawa sur le terrain. Il faut prendre à gauche et continuer tout droit. Qu'est-ce que c'est beau ici? Paul Biban, journaliste, et Kawa Mallet, béret vert spécialisé dans les renseignements, sont à Buenos Aires pour enquêter sur le crash d'un objet volant non identifié dans les montagnes de Salta, le 17 août 1995. Il y a plusieurs témoins qui ont déclaré avoir vu quelque chose s'écraser dans les montagnes. Reste à savoir ce qui s'est passé. L'équipe a rendez-vous avec Marta Posset, une journaliste qui a couvert l'incident. J'ai fait appel à mon réseau en Argentine qui m'a parlé d'une journaliste qui a travaillé sur le crash de 95. Paul, c'est un plaisir de vous rencontrer. Elle va peut-être pouvoir nous aider à comprendre ce qui s'est réellement passé à Salta. Dites-nous comment tout a commencé. Ses employés lui ont demandé d'aller enquêter sur place pour voir ce qu'il s'était passé à Salta, parce que des témoins avaient signalé un ovni. Íbamos hablando con el mozo, con alguien que caminaba. Cuando todos te cuentan la misma historia, ese es el momento de viajar a un lugar. Ça l'a intriguée, donc elle a décidé d'y aller. Les témoins disaient qu'ils avaient vu quelque chose exploser dans les airs et tomber en chute libre. Un grupo de rescate de Rosario de Lerna. On ne l'a pas laissé rentrer.
Qui barrait l'accès au site? Ellos hablaban de personas que hablaban en inglés, gente con trajes que nunca habían visto, la típica policía científica. Tout le monde lui a dit que les routes étaient fermées et que personne ne pouvait passer. Comment avez-vous accédé au site? Al ponerme en contacto con ellos en Salta, al saber que no se podía ir hasta el lugar, Elle est tombée sur une équipe de secouristes qui partait fouiller le périmètre pour voir s'il y avait des victimes sur les lieux de l'incident. Et elle a décidé de les suivre pour accéder au site sans se faire remarquer par les autorités. y abriendo caminos con machetes. Elle a dû trouver un subterfuge. Et qu'avez-vous vu en arrivant sur place? Pasto quemado, De l'herbe brûlée. Il y avait également de la roche en fusion. Elle a trouvé ça très étrange. Donc elle a commencé à demander aux habitants de la région ce qu'ils avaient vu. algunas personas me hablaban de un metal que se movía, de cosas grandes como de 2 metros, que subieron a camionetas y se los llevaron. Quelqu'un les a pris. Sí. Cuando vimos estas fotos y sabíamos la historia que teníamos a conseguir el primer avión. La misma noche que salió y que estaba en los kioscos, fue una noche de terror, porque aproximadamente a las 2 de la mañana tocaron el timbre y era personal de Fuerza Aérea que estaba solicitando y pidiendo el material fotográfico y las notas que yo no tenía, estaban en la redacción. Le lendemain, ils se sont rendus à la rédaction et ils ont obtenu gain de cause. Ils leur ont confisqué les photos et les ont intimidés. Ils étaient tous très effrayés. Quelle explication officielle les autorités ont-elles donnée au public? ¿Dónde cayó el famoso meteorito? ¿Por qué no hay un gran cráter? ¿Dónde está el meteorito? Las autoridades seguían insistiendo. Quand elle est retournée au bureau, elle a demandé si elle pouvait continuer l'enquête. Mais ses employeurs ont refusé. Donc elle est passée à autre chose. Porque cuando uno investiga un crimen, cuando uno investiga un caso policial o una guerra, uno sabe de dónde viene el tiro y sabe cómo esquivarlo. Pero cuando uno investiga algunas cosas con tanto misterio y con tanto secreto, hay que cuidarse la espalda. C'est vrai. Ouais. Sachant qu'ils ont confisqué toutes ces preuves et ont demandé à ses employeurs de la faire taire, j'ai du mal à croire qu'il s'agissait d'une météorite. Ils essaient sûrement de cacher quelque chose. Il y a un homme qui a vu l'explosion, mais il n'a rien voulu dire parce qu'il avait trop peur des conséquences. Et personne n'a jamais entendu sa version des faits. On est sur une grosse piste. Il faut qu'on retrouve ce témoin et qu'on le rencontre au plus vite. Ça pourrait faire avancer l'enquête. Et pour savoir s'il s'agissait d'une météorite, on fera des tests. Este es el teléfono de Roberto. Roberto, super. C'est peut-être l'info qui va tout changer. Ça fait des heures qu'on roule. J'espère que cet entretien avec Roberto va payer. Paul et Kawa sont au cœur des montagnes de Salta, en Argentine, pour enquêter sur un ovni qui se serait écrasé dans cette zone le 17 août 1995. C'est une histoire de dingue. D'un côté, on a des habitants de Salta qui déclarent avoir vu un ovni s'écraser dans les montagnes. Et de l'autre, on a les autorités qui parlent d'une météorite. Qu'est-ce qui s'est réellement passé là-bas? Tout ce que j'espère, c'est qu'on trouvera le moyen de déterminer s'il s'agissait ou non d'une météorite. Ou d'autre chose. Ouais, c'est ça. On testera la Terre. Ouais. L'équipe est accompagnée de l'interprète Dario Amari et d'un géologue de l'université de Salta, Roré Marcusi. Roré, vous seriez capable de déterminer s'il s'agissait d'une météorite ou d'un autre objet? Entonces, ¿usted es capaz de determinar si eso fue un meteorito o si fue otro objeto? Sí, se puede determinar correctamente, sí, de acuerdo a los minerales o a lo que haya en el suelo que se puede encontrar. Hay indicadores que son... Super. Ça doit être lui. Ils ont rendez-vous avec Roberto Venias, un témoin qui a découvert l'endroit où l'objet s'est écrasé. Enchanté, moi c'est Kawa. Merci d'avoir accepté de nous voir. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous faisiez à ce moment-là?
Al día siguiente es cuando vimos el 17 de agosto que nosotros estábamos yendo con un amigo y justo a las 9 de la mañana aproximadamente vimos un flash. Dans l'explosion, un morceau s'est détaché et a atterri de ce côté de la colline. Il était curieux de voir ce que c'était, donc il est parti à sa recherche. Vous pouvez nous y amener? Sí, no hay problema. Allons-y. Super. Roberto nous guide. Et je ferme la marche au cas où quelqu'un se blesserait. Il y a plein de serpents ici. Venimeux? Oui. L'équipe doit effectuer une randonnée de 8 km pour rejoindre l'emplacement exact de l'accident. Ça se dégage par là. On y est presque. Putain. Wow. C'est ici que l'impact a eu lieu? Exactamente. C'est tout noir. C'est comme si c'était mort depuis longtemps. Regarde la limite. On se croirait dans un cratère. On était en pleine jungle. Et d'un seul coup, on se retrouve dans cette clairière sortie de nulle part. C'est quoi ce truc? C'est bizarre, ça devrait être la jungle ici. Inicialmente esto cuando yo conocí, estaba todo quemado, pero árboles caídos. C'était brûlé? Il y avait quoi au sol? Ça ressemblait à quoi? Quand il est arrivé, tous les arbres étaient couchés au sol. Il y avait plein d'arbres ici. Et depuis le temps, ils auraient dû repousser. Mais c'est pas le cas. Roberto, quand vous avez vu la scène pour la première fois, ça vous a fait quoi? Salía de mi asombro, realmente no daba crédito a mis ojos lo que estaban viendo porque en mi vida había visto algo así. Désolé de demander, mais est-ce que ça ne pourrait pas être dû à une exploitation forestière? Est-ce qu'il se pourrait que ce soit des bûcherons qui aient abattu ces arbres? Non. Non, personne ne viendrait abattre des arbres ici. C'est difficile d'accès, donc ce ne serait pas du tout logique. Si c'était le cas, il y aurait un sentier ou une route. C'est vrai. D'après vous, normalement, ça devrait être la jungle ici. Sí, exactamente como se muestra alrededor. Cette clairière n'existait pas avant. Il n'y a rien qui puisse expliquer pourquoi il n'y a presque pas de végétation ici. Non. S'il s'agit de l'impact d'une météorite, on va pouvoir le déterminer en trouvant des signatures minéralogiques que seule une météorite pourrait laisser derrière elle et qu'on ne trouve pas dans ces montagnes. On dirait que tous les arbres ont été rasés. Ça n'a pas de sens. C'est bizarre. Prochainement dans Contact. Si un ovni s'est écrasé à cet endroit, je veux qu'ils me donnent leur avis sur cette histoire. Des gens habillés tout en noir sont arrivés en 4x4. Des hommes en noir. Qu'est-ce qu'ils voulaient cacher? Si ce cercle existe encore et qu'on le retrouve... C'est génial. Il faut qu'on creuse pour comprendre ce qu'il s'est passé. Je veux des réponses. C'est la plus longue rencontre dont on nous ait parlé. Ok, le moment tant attendu. Les échantillons qu'on a ici pourraient contenir une preuve de contact.